Aujourd'hui, la bougeotte va vous plonger au cœur d'une religion qui est aussi une médecine, une philosophie de vie née en Afrique de l'Ouest. Alors vous allez me dire, mais quel rapport avec notre région, le Grand Est? Eh bien, nous sommes dans le musée qui abrite la plus grande collection d'objets vaudous d'Afrique de l'Ouest. Et ce musée est situé précisément dans le Grand Est. Ah, ça marche pas, ce truc. Tout au long de cet épisode, nous serons à Strasbourg, dans le château-musée Vaudou, qui accueille une collection insolite et unique de plus de 1000 objets rituels. Dans la rubrique Réveille ton art, je vais m'essayer à la technique d'un artisanat méticuleux, le soufflage de verre. L'enquête au Far Est, quant à elle, va revenir aux origines d'une boisson de prestige fabriquée dans notre région. Enfin, nous partirons pour une balade avec Mal en promenée, un duo alsacien. Parce qu'on ne sait pas toujours quels sont les engrenages qui permettent à un projet d'éclore, je vous propose de vous faufiler avec moi pour assister aux coulisses de la dernière création du cirque Rouage, une compagnie originaire de Bar-le-Duc dans la Meuse et actuellement en résidence à Uckange, en Moselle. Allons voir comment ça se passe. Le cirque Rouage a été créé en 2007 à Bar-le-Duc. Aujourd'hui, Rouage, c'est 7 projets, dont 5 en tournée et 2 en création. En 2020 sort le spectacle Malandro, qui est un spectacle sous chapiteau. Essayez de pas faire trop que le là, mettez-vous sur les côtés. Je m'appelle Benoît Belleville, je suis artiste circassien, acrobate, voltigeur et je commence à fatiguer acrobatiquement et c'est aussi pour ça que je vais chercher dans d'autres domaines comme la mise en scène. C'est un peu on va dire, celui qui va coudre le spectacle et du coup il faut faire avec tous les ingrédients. Enfin voilà, c'est une grosse soupe et puis il faut que la soupe soit bonne à la fin. Juliette là-haut, le divan qui arrive comme ça. Et là, ça rebascule en bas. Le pari de Malandro, c'est de réunir 12 artistes au plateau qui sont pluridisciplinaires. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un spectacle de cirque. On voulait avoir un thriller psychologique qui mettait en scène les laissés pour compte, la cour des miracles sans miracle, les déchus de la société. On est parti vraiment de ce postulat-là. On avait envie vraiment de ce truc de thriller psychologique. J'ai la chance de travailler en binôme avec Jenny, qui est dramaturge, donc du coup on se complète pas mal entre moi qui ai un regard circassien et elle qui a un regard plus théâtral. On n'est pas dans le même domaine, je dirais entre guillemets, du théâtre ou de la danse un peu classique où il y a un metteur en scène ou un chorégraphe qui impose parce qu'il a son idée. Nous on est plus dans un échange où on travaille avec les compétences des artistes, c'est-à-dire qu'un artiste de cirque, il n'est pas forcément danseur, mais on va quand même le faire danser. Il n'est pas forcément comédien, mais on va quand même le faire jouer. On fait partie du cirque de création. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont eu l'envie de mélanger et à la fois du théâtre, de la danse, de la vidéo, dans un spectacle de cirque. Et surtout, ne pas avoir une succession de numéros, mais plutôt une histoire. Un artiste de cirque, il a envie de produire de la prouesse, parce que ça fait partie de l'essence du métier. Mais du coup, c'est comment, à l'intérieur d'une recherche artistique, comment on va transformer cette prouesse pour qu'elle devienne pas forcément que du frisson, mais aussi une émotion, une poésie, une autre façon de raconter l'acrobatie. Il faut apprivoiser l'autre. Un porteur et un voltigeur, par exemple, plus ils passent de temps ensemble, et plus ils seront ensemble dans leur voltige. Et cette rencontre-là, elle prend du temps. Et c'est aussi pour ça que c'est compliqué de travailler sur des productions de cirque, parce qu'elles prennent énormément de temps. Il faut ne jamais quitter l'idée que les acrobates ont besoin de répéter tous les jours. Oh,
Attention à l'ouverture. Je parle de la technique acrobatique. Ce qu'on a vu à la bascule, ça c'est quasi quotidien. Parce qu'en fait, une poussée, une figure à la bascule, si on veut la mettre sans les longes, il faut répéter le mouvement, répéter le mouvement, répéter le mouvement, répéter le mouvement. C'est du boulot. C'est ça que les gens aussi doivent comprendre, c'est que c'est pas 1 heure de spectacle, on travaille et puis voilà, c'est fini. C'est très formateur le cirque, mais en même temps c'est une assiduité, c'est très contraignant et c'est du boulot tout le temps, tout le temps. On monte les décors, on monte le gradin, on monte le parquet, après on s'échauffe, on répète, et puis après on joue, puis après on démonte, et puis après c'est reparti. On n'en voit que la partie en dehors, et c'est très bien, on ne va pas leur montrer au public tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Mais par contre, c'est des choses qui sont dans l'ombre et qui existent et qui font partie de ce métier-là, quoi. Moi, je dis souvent, on a la tête dans les étoiles et les pieds dans la boue, quoi. Mais ça fait partie de l'histoire. À l'image de ces rouages bien huilés, je suis certain que dans un musée, chaque personne de l'équipe a une place essentielle. Tenez, prenez Adeline Beck, elle est administratrice générale, et afin de m'initier à la culture vaudou, elle m'a proposé une expérience d'un type tout à fait particulier. Alors ça, c'est assez incroyable puisque nous sommes ici à Strasbourg au musée du Vaudou, mais pendant quelques instants, nous étions littéralement au Bénin. Bonjour. Bonjour. Merci pour le voyage. Eh bien, la première question sera toute simple. Que vient faire le Bénin en Alsace? Et quel est ce musée qui regroupe des objets d'art et des objets d'Afrique? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ici à Strasbourg? Alors, c'est la collection privée de Marc et Marie-Luce Arbogast qui ont collecté des objets pendant toute leur vie. Ils en ont plus de 1200. Et on en expose 200 dans le musée. Alors pourquoi en Alsace? Tout simplement parce qu'ils sont alsaciens et ils ont voulu présenter aux visiteurs leur collection et l'ont installé dans ce château d'eau. Ce château d'eau qui du coup est un trait d'union magique entre le visible et l'invisible. Oui, c'est ça. Le vaudou, c'est vraiment une manière d'expliquer les relations et les liens entre le monde des ancêtres, le monde des divinités, les vaudous, et le monde des vivants, les humains, les animaux et les plantes. Le vaudou, c'est vraiment une manière de créer la paix entre tous ces éléments et que, par exemple, les âmes des morts ne viennent pas hanter les vivants et que tout le monde reste paisible. On est très paisible ici, en tout cas. On a beaucoup d'objets qui viennent d'Afrique de l'Ouest, mais on a aussi, au dernier étage, des sculptures qui reprennent une histoire qui s'est passée à Haïti. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors le berceau du vaudou, effectivement, c'est le royaume du Dahomey, donc Bénin, Togo, un petit peu Ghana et Nigeria. Et forcément, le vaudou, il a aussi voyagé avec les esclaves qui ont été emmenés sur les côtes américaines. Donc on retrouve du vaudou en Haïti, à Cuba, en Louisiane, même au Brésil. Mais ce sont des formes qui ont complètement évolué. Et donc souvent, quand on pense aux poupées, aux zombies, on pense à Haïti. Et là, on accueille une exposition contemporaine qui reprend un petit peu l'idée du zombie haïtien. Il y a beaucoup de choses dans ce musée qui font peur. Des sculptures, des fétiches. Est-ce qu'il y a un public qui aime avoir peur et qui vient particulièrement ici découvrir ces objets? Alors, on parle parfois ici d'esthétique de la laideur, parce que c'est des objets assez repoussants, qu'on n'a pas forcément envie d'approcher. Le but du vaudou, c'est pas de faire peur. C'est vraiment d'accompagner tous les moments importants de la vie. C'est une religion, une philosophie de vie qui va encadrer les baptêmes, les unions, les guérisons aussi, parce qu'on va pouvoir soigner avec les plantes et les vaudous. J'ai vu qu'il y avait une divinité qui s'appelle Kélessi qui était active au rez-de-chaussée. Tout à fait, elle protège le musée en fait et la collection. Et régulièrement, les visiteurs peuvent faire une offrande sur Kélessi et lui demander de réaliser des souhaits. Et donc pour ça, on a un petit rituel à respecter. Il faut notamment se déchausser et moi, je vais aller chercher un ingrédient pour la suite. Oui, il n'y a aucun souci, je vais m'essayer à cette cérémonie. J'ai un petit peu peur qu'en enlevant mes chaussures, je réveille des forces occultes. Je ne pensais pas croire un jour protéger un musée en enlevant mes pompes. Et je ne pensais pas non plus un jour souffler des boules de Noël. Ça demande une grande dextérité, vous allez le voir dans la rubrique qui arrive maintenant et qui s'appelle « Réveille ton art ».
À vous qui pensez que la fusion n'existe que dans Dragon Ball lorsque Sangoku et Vegeta deviennent sans gluten, détrompez-vous. Je vais vous montrer qu'avec la fusion du verre, un peu de doigté et beaucoup de savoir-faire, on peut obtenir, comme dans Dragon Ball Z, de magnifiques boules de cristal. Dans cet atelier du verre, créé par le Musée du Cristal de Baillel, Manolo Rodriguez perpétue et enseigne les gestes des maîtres verriers baïellois. L'homme au souffle magique a l'habitude d'initier petits et grands aux différentes techniques de cet artisanat méticuleux. Aujourd'hui, je serai son apprenti. Bonjour Manolo. Bonjour. On est dans un grand bâtiment, il fait un petit peu froid, hein, on peut se le Tout à dire. Où est-ce qu'on est, dans quelle partie de la cristallerie on est ici? On est dans la partie verre chaud. Verre chaud. C'est-à-dire qu'ici, on faisait le début des verres. Donc, il y avait un moule qui était en contrebas et on soufflait le verre. Et on pratiquait, on faisait des verres. Des verres, des gobelets, des carafes, de tout. Le verre chaud par opposition au travail du verre froid. Le verre froid, c'est tout ce qui était sablage, taille, découpage. Quand je vois la taille des bâtiments, là, le verre chaud, le verre froid, j'arrive pas à m'imaginer combien de personnes travaillaient ici au plus fort de la cristallerie. Moi, quand je suis arrivé ici, on était 680. J'ai eu mon papa, j'ai eu ma soeur et mes 2 frères qui ont travaillé ici. On est dans une ancienne cristallerie qui a fermé il y a 3 ans. Après combien de temps d'existence? Ça, c'est assez fou. Depuis 1600. 1666. Ça, c'est incroyable. Vous étiez pas là à l'ouverture? Non, tout à fait. Là, il est à combien, ce four? Il y a le four où il y a le verre dedans, il est à 1159 degrés. Ouais. Il y a le chauffe-canne qu'on appelle un chauffe-canne entre 300 et 400 degrés. Et on a le réchauffeur là qu'on est dedans, là, il est à 800 degrés. Il y a une choupe à choups à 800 degrés. Voilà. Tu as des gestes précis, tout est très fin. Là, tu mets la couleur. Je mets la couleur blanche. Tu peux en mettre combien en tout? Bah, on peut en mettre 3, 4, ça dépend de la couleur que tu veux mettre. Et alors là, c'est l'instant critique. Et voilà la petite boule de Noël. Celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Viens mettre la couleur? Je peux essayer de mettre la couleur? Bien sûr. Allez. Elle a déjà une forme n'importe comment, celle-là. C'est pas grave, ça va récupérer. Hop là! Tu leur mets de l'eau, tu chauffes. Tu es à l'envers. À l'envers? C'est dans l'autre sens. Comme ça? Voilà. Ok. Impeccable. On réchauffe. Et après, une fois que ça sera bien chaud, on retourne à la maillotche. Je veux bien que tu fasses le mouvement vers la maillotche parce que ça me fait peur. C'est parti. Un peu plus vite. Bah oui, j'ai jamais roulé à droite, je suis pas anglais, moi. C'est bon. Et debout, maintenant, on va souffler. Allez. C'est bientôt l'heure des fêtes, autant s'habituer à souffler dans un ballon. Un petit peu. Hop. Oh la vache. Parfait. Bon, ben maintenant, on va faire la tâche. Moi, je sais bien faire la tâche, mais je l'écris pas pareil. C'est un petit peu mon œuf, il ne me reste plus qu'à le couver. Et il y a de plus en plus de monde qui viennent, ça c'est un truc formidable, quoi. Et puis essayer de leur prendre des apprentis pour qu'ils puissent me succéder après. Et je me bats que pour ça. Et Manolo, 36 ans pour devenir maître verrier et utiliser un four. Regarde ce que moi j'ai fait en 5 minutes. Et celle-là, tu la mettrais pas dans le sapin? Mais je l'ai appelée la Manolo parce que, comme toi, elle est généreuse et pleine de savoir-faire. C'est très gentil. Merci bien. Après la magie des boules de Noël et avant mon rite vaudou, je vous propose une plongée visuelle dans les ténèbres de la mémoire. Le musée Vaudou accueille une exposition appelée Château Zombie. Derrière toutes ces poupées inquiétantes se trouve le scénographe Michel Meyer. Là, j'avoue que je suis un petit peu inquiet d'être assis au milieu de 40 zombies. Michel, vous êtes le scénographe de ce qui est une œuvre d'art contemporain. Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Cette œuvre,
qui s'appelait au départ Zombification, et là, pour l'occasion, qui s'appelle Château Zombie. C'est une œuvre qui a été créée en 2017 par une artiste haïtienne qui avait été invitée en 2017 à la Documenta 14, la grande manifestation d'art contemporain organisée tous les 5 ans, sous forme d'une série de performances à Athènes. Ce projet, dès le début, était un petit peu considéré comme un projet destiné à prendre plusieurs formes. On peut le concevoir sous forme d'installation comme aujourd'hui, mais aussi sous forme de spectacle. Et donc là, aujourd'hui, c'est une installation que j'ai organisée avec le Château Vaudou, parce qu'en fait, j'avais récupéré ces poupées chez moi après l'expo d'Athènes. Je me dis, mais pourquoi ne pas en profiter pour faire une expo tant qu'elles sont là? Vous êtes bien en train de me dire que ces poupées-là ont habité chez vous pendant tout un moment? Oui, j'en avais même une sur mon canapé à un moment. Dans l'inconscient collectif contemporain, aujourd'hui, les zombies, c'est souvent des morts vivants qui perdent leur chair et qui poursuivent des humains pour les mordre, qui deviennent à leur tour zombies. Comment est-ce qu'on passe du zombie haïtien, le vrai zombie, à cette figure hollywoodienne d'aujourd'hui? On va faire un petit peu d'histoire. Donc le zombie haïtien, qui est un mort qu'on fait revenir et qu'on transforme en esclave, qui est une victime, s'est transformé en un zombie méchant qui attaque les gens et qui se développe comme un virus. C'est lié à un fait historique qu'on ne connaît pas beaucoup ici, mais en fait, sur une vingtaine d'années, les États-Unis ont occupé Haïti. Et cette occupation a dû faire face à un certain nombre d'insurrections. Et comme Haïti, le vaudou est toujours présent dans tous les rébellions historiques qu'il y a eu, notamment celle qui a libéré le pays de l'esclavage, il y a eu toute une flopée de films à l'époque sur les zombies. Et cette mode du zombie hollywoodien vient de cette période-là. Et il faut noter d'ailleurs que le tout premier de ces films, il s'appelait White Zombie. Ça montrait bien un petit peu la parano américaine. C'était en fait des vaudouisants qui transformaient des blancs en zombies. Donc ça vient de là. Après, petit à petit, le zombie devient mort-vivant, notamment grâce au film de Romero, La Nuit des morts-vivants et tout ça, où là on a ce nouveau zombie. En fait, maintenant est devenu le zombie beaucoup plus connu que le zombie haïtien. Bien sûr. Eh bien, nous avons appris l'origine véritable des zombies, ce que sont les zombies, mais connaissez-vous l'origine du vin de Champagne? C'est ce que nous allons apprendre précisément maintenant grâce à notre enquête au Far Est. Le champagne. Vous connaissez ces bulles, mais connaissez-vous son inventeur? Et puis pourquoi est-il né dans le Grand Est et pas dans le Bordelais ou dans le Rhône? Ne vous inquiétez pas, j'ai bien travaillé le sujet. Et bientôt, vous aussi, vous serez incollable sur le champagne. C'est parti pour l'enquête au Far Est. Depuis que l'homme s'intéresse aux raisins, sa culture n'est pas confiée à n'importe qui. Dans les pays chrétiens, ce sont les religieux qui s'occupent de la vigne. Et ça sera le cas jusqu'au Moyen-Âge. À l'époque, le vin est consacré et bu pendant la messe. Puis le destin du vin de Champagne va s'immiscer dans l'histoire avec un grand H. Je m'explique. Cet homme, c'est Saint Rémy, l'évêque de Reims. Il vivait dans une villa entourée de vignes près de l'actuel Épernay. Le premier roi de France fut donc sacré en Champagne et avec les vins de Champagne. Puis, de 898 à 1825, c'est à Reims que les rois de France se sont sacrés. Forcément, pour de pareilles célébrations, on festoie gaiement. Les vins de Champagne coulent à flot. C'est le moment pour moi de vous dire que l'alcool étant dangereux pour la santé, il est à consommer avec modération. Les vins de Champagne sont alors appréciés pour leur goût et leur finesse. Ils deviennent des vins prestigieux que l'on offre en hommage aux monarques qui viennent dans la région. À partir du XIIe siècle, les vins de Champagne sont réputés bien au-delà de la France. Les premières grandes maisons de Champagne seront quant à elles créées à partir du XVIIIe siècle. Oh, c'est bien intéressant tout ça, mais on ne sait toujours pas qui est l'inventeur du champagne. Allez, on rembobine. Souvenez-vous, au départ, le vin est un travail réservé aux gens de l'Église, aux moines qui cultivent la vigne.
Rien d'étonnant donc si je vous dis que c'est un moine bénédictin qui serait à l'origine de ce vin blanc mousseux si caractéristique. Un certain Dom Pérignon, qui était procureur de l'abbaye de Hauvillers, près d'Épernay. Remarquez que j'utilise le conditionnel car l'identité du créateur du champagne est toujours contestée. Ce fameux moine aurait donc trouvé la recette, le procédé permettant d'obtenir une mousse régulière dans la fabrication du champagne. Selon certains, l'assemblage des 3 cépages, le bouchon de liège en forme de champignon, la bouteille plus épaisse et le stockage dans les crayères, c'est grâce à Dom Pérignon. Au moment d'inventer le champagne, il aurait crié à ses frères moines « Je goûte les étoiles !» Selon les dires d'un autre moine de l'abbaye de Hauvillers, Le secret du vin blanc mousseux a été trouvé par Dom Pérignon. Pérignon. Et comme ces propos n'ont pas été contestés, la réputation du moine était faite. Mais selon certains, la légende est fausse. D'ailleurs, aucun document ne certifie qu'à l'époque de Dom Pérignon, le vin de l'abbaye moussait. Alors, imposteur ou véritable créateur ? Difficile de trancher la question. Pourtant, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que des vins de champagne pétillants existaient déjà en Angleterre au milieu du XVIIe siècle. Les Anglais auraient inventé le champagne. N'importe quoi. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, pas de panique. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que les vins champenois ont une effervescence naturelle et spontanée. À cette époque, les Anglais importent de grandes quantités de vin de champagne. Ils sont achetés alors qu'ils n'ont pas fini leur fermentation. Certains vins seront donc mis en bouteille grâce au savoir-faire des verriers anglais qui vont fabriquer un contenant plus résistant et qui sera stocké sous cave. Au printemps, sous l'effet de la hausse des températures, c'est la reprise de la fermentation. Le gaz carbonique contenu à l'intérieur va alors former les fameuses bulles à l'ouverture de la bouteille. Ces vins seront baptisés en Angleterre les saute-bouchons. Quelques années plus tard, certaines de ces techniques seront imitées en France et même améliorées. Alors le pétillement commencera à faire sensation. Et Dom Pérignon alors ? Eh bien, s'il n'a pas été l'inventeur du champagne, les historiens sont tout de même d'accord pour dire qu'il est à l'origine de la technique de l'assemblage des 3 cépages propres au champagne. Ah bah quand même. Allez, sans rancune, Dom ? J'ai demandé à Kélissi d'envoyer la dernière rubrique. Bon, apparemment j'ai pas dû faire le truc,